Bonsoir à toutes et à tous, merci pour votre patience. Bienvenue au Café de la Librairie Dialogue. Merci pour votre présence très nombreuse. Nous avons ce soir le plaisir d'accueillir Philippe Mérieux. Bonsoir Philippe Mérieux. Vous êtes professeur émérite en sciences de l'éducation à l'Université Lumière Lyon 2, ainsi qu'un chercheur et un penseur reconnu et estimé dans le domaine de la pédagogie. Récits d'enfance, les devoirs à la maison, lettre à un jeune professeur, lettre aux grandes personnes sur les enfants d'aujourd'hui. C'est quoi apprendre ? Le plaisir d'apprendre, un pédagogue dans la cité. À travers ces titres évocateurs, ce n'est qu'un échantillon de vos publications que je cite, et ils expriment parfaitement ce qui vous anime, l'école, l'instruction et évidemment l'enfant. Aujourd'hui, vous publiez La Riposte aux éditions Autrement, et d'emblée, le titre et le sous-titre de votre livre annoncent son projet, en finir avec les miroirs aux alouettes. Pourriez-vous, en premier lieu, et pour débuter cette rencontre, nous éclairer sur ce titre et nous confier le point de départ de ce livre ? Bonsoir, merci de m'accueillir. Pardon, perdu ma voix un petit peu tout à l'heure. Je vais essayer de faire honneur néanmoins. Oui, c'est un titre qui peut apparaître un peu vif. Il est lié au fait que longtemps maintenant, je travaille sur les questions éducatives. Je travaille en découvrant chaque jour la complexité de ces questions et en même temps leur importance. J'ai été un peu agacé ces dernières années par la montée d'un certain nombre de schémas de simplification, d'idées qui apparaissent comme des idées susceptibles de résoudre miraculeusement tous les problèmes. Miracle. Ça m'a agacé de voir ça et de voir qui circulaient sur l'éducation dans le champ social, faisait un peu l'économie d'une réflexion à la fois sur notre histoire, et moi je crois que l'histoire est importante et qu'il faut la comprendre pour savoir où nous sommes aujourd'hui et comment aller pour demain. Faisait un petit peu l'économie aussi de la réflexion sur les finalités. Finalité, c'est-à-dire quelle éducation on veut et comment penser cette éducation pour quelle société. Par exemple, j'évoque les neurosciences. Moi, je ne suis pas du tout hostile aux neurosciences, bien au contraire. Il faut éclairer l'acte éducatif le plus possible. Ce n'est pas parce qu'on aura compris sur le plan scientifique comment fonctionne mécaniquement notre cerveau que l'on saura que faire apprendre aux enfants et comment leur faire apprendre. Le cerveau, c'est la mécanique, mais ça n'empêche pas. Nous avons toujours besoin, en plus de la mécanique, de savoir où on va et d'avoir un conducteur dans la voiture. Je peux comprendre un peu mieux avec les neurosciences comment fonctionne la mémoire. Ça ne me dictera jamais. Qu'est-ce qu'il faut mémoriser? Est-ce qu'il vaut mieux mémoriser sourates du Coran, des départements français, des poèmes de Verlaine, des équations mathématiques? Et ça ne me dira pas non plus comment je peux aider un élève à se mobiliser pour un poème de Verlaine, à entrer dedans, à comprendre que ça le concerne, à comprendre que c'est de lui dont on parle à travers ce poème de Verlaine et que c'est lui qui doit rentrer en communication avec. Donc ces recettes miracles qu'on entendait partout, il suffit on va faire ça, hein, puis ça va être miraculeux, ça va marcher, m'inquiète parce que très souvent ça focalise sur la technique sans aller chercher, regarder quelles sont les finalités qui sont derrière et quels enfants on veut. Voilà, dans un autre livre que vous avez cité tout à l'heure, Lettre aux grandes personnes sur les enfants d'aujourd'hui, je rappelle ces deux questions essentielles, moi qui ont guidé mon travail toute ma vie. C'est quel monde allons-nous laisser à nos enfants, bien sûr, une question qui me préoccupe tous les jours, mais aussi quels enfants allons-nous laisser au monde. C'est-à-dire des enfants capables de quoi? Des enfants capables de résister, des enfants capables de penser, des enfants capables de créer du collectif et de la solidarité, ou bien des enfants qui vivent dans la concurrence en permanence, cherchent d'abord à se faire une place au soleil au détriment des autres. Ça me préoccupe, ça m'inquiète, et il me semble que on ne peut pas prétendre résoudre les problèmes éducatifs sans se poser les questions de fond. Voilà. Or, ces questions, on les trouve posées dans l'histoire de la pédagogie depuis longtemps. Moi, il se trouve que j'ai beaucoup étudié depuis ces dernières années l'histoire de la pédagogie. On les trouve aussi chez les philosophes, mais on a le sentiment qu'entre tout ce qui a été construit en pédagogie depuis des années et puis ces sortes de recettes miracles qui apparaissent aujourd'hui, alors qui s'appellent la méthode de Singapour en mathématiques, la méthode Montessori pour apprendre à lire, etc. Enfin, peu importe. On a le sentiment qu'entre toute cette réflexion et puis ces méthodes miracles, il y a aujourd'hui un abîme, que l'on se précipite vers des cercles quand il faudrait au contraire chercher ensemble et d'une manière collective des solutions finalisées au service de quelque chose que l'on veut promouvoir ensemble. Voilà. Plusieurs fois, au fil des pages, vous remettez un peu en question l'utilité du livre comme média utile au débat. Vous craignez de ne séduire vraiment que les personnes acquises à votre cause. Pourquoi finalement avoir opté pour l'écriture de cet ouvrage et que représente l'écriture d'un... Oui, alors, ça c'est une question difficile, bien sûr. Je ne mets pas en question l'utilité des livres. Hein. Les livres, j'y crois, non seulement j'y crois, mais je les aime. Mais pour moi, c'est une grande partie de ma vie. J'en ai écrit de nombreux et j'en lis beaucoup. Ce n'est pas les livres tellement que je
pas l'existence des livres que je discute. Ce que je discute, c'est le fait que le débat éducatif en France est souvent confisqué au niveau des grands médias par des gens qui n'ont pas pris la peine d'aller regarder les problèmes un peu en profondeur et qui vont entrer par le petit bout de la lorgnette. Alors ça va être une question même importante comme la question des rythmes scolaires par exemple. Faut-il ou non travailler le mercredi matin? Moi je ne nie pas que ce soit une question importante, une question même qui m'a mobilisé, j'ai travaillé autour de ça et bon, c'est des questions importantes. Mais c'est de la tuyauterie, c'est de la plomberie, c'est de l'organisationnel. On organise les choses, on fait des réformes pour ajouter 1 heure de ceci, pour enlever 1 heure de cela, pour organiser un petit peu différemment. C'est utile et il faut le faire, bien évidemment. Ça relève de ce qu'on pourrait appeler l'entretien de la maison. Mais l'entretien de la maison n'a pas beaucoup de sens si les gens ne se sentent pas heureux, s'ils n'ont pas envie de vivre dans cette maison et s'ils ne se projettent pas dans un avenir commun pour cette maison. Et aujourd'hui, on peut rajouter 1 heure de ceci, enlever 1 heure de cela, faire une petite rectification sur la gestion des académies alors qu'ils seront des grandes académies. Je ne dis pas que c'est inutile, c'est très important de le faire, mais ça ne suffira pas pour donner du sens à l'école, c'est-à-dire pour que les enfants, les parents disent ça vaut le coup d'aller à l'école. L'école est tout à fait importante, c'est un endroit fondamental où on va travailler ensemble, apprendre ensemble et construire ensemble une société meilleure. Voilà. Donc oui, il faut continuer à faire des réformes, il faut en discuter d'une manière démocratique, mais non, ça ne suffit pas, il faut aussi avoir un projet éducatif, il faut avoir une vision, et je trouve que trop souvent on se noie dans des livres de méthodes sur lesquels je suis prêt à débattre, mais qui nous empêchent de regarder l'horizon. C'est-à-dire on est en permanence en train de disserter sur la manière de poser nos pieds par terre sans nous demander où on va, sans se demander où on va. Voilà, c'est ça qui me paraît important. Alors pour cela, il faut écrire des livres, il faut débattre, il faut discuter. Tout à l'heure, j'ai eu l'occasion et la joie de travailler à l'initiative de 2 associations locales avec un ensemble d'enseignants, de parents, de militants associatifs. Oui, il faut travailler comme ça. Et oui, il faut écrire des livres. Puis il faut écrire aussi, et j'en profite pour dire quelque chose qui tient beaucoup à cœur, parce qu'écrire est la seule manière que nous connaissons pour vraiment penser, quoi, au bout du compte. Je ne dis pas que les gens qui n'écrivent pas ne pensent pas, mais pour moi, si je n'écris pas, si je ne discipline pas ma pensée par l'écriture, si je ne travaille pas un écrit, je ne travaille pas sur des textes en me demandant s'ils sont construits, complets, bien travaillés, capables de convaincre quelqu'un, je reste sur une pensée qui est un peu superficielle. Je ne vais pas assez au fond. C'est la raison pour laquelle je crois beaucoup à la nécessité d'échanger les écrits. Alors on le fait à travers les livres, bien sûr, et c'est essentiel, mais il faut le faire à travers les écrans aussi. Et les écrans et le numérique sont une occasion extraordinaire. Nous en discussions avec mon collègue tout à l'heure pour aider les gens à écrire. On oppose souvent les écrans à l'écrit, mais ce n'est pas une opposition à laquelle je crois. Je crois que les écrans bien utilisés peuvent inviter les gens à écrire et à partager leurs écrits, et à les partager d'une manière qui soit véritablement solidaire et coopérative. Oui, il faut écrire, il faut que nous écrivions, il faut même réécrire des lettres, même si elles ne sont pas envoyées par la poste et distribuées par le facteur, il faut écrire. Moi, j'ai pendant une période de ma vie, animé des universités populaires avec ATD Carmonde, avec des parents en très grande difficulté. Je disais toujours, j'arrive pas à parler à mes enfants. Et quasi-totalité de ces séances d'université populaire, je leur disais, puisque vous ne pouvez pas parler à vos enfants, écrivez-leur. Mais monsieur, on ne sait pas écrire, mais je vais vous aider. Mais on va écrire, on va chercher les mots qui permettent de dire des choses sans blesser, sans humilier. On va chercher les mots que les gens vont pouvoir lire, relire, et on va faire des lettres que vos enfants garderont et qui reliront quand ils seront grands. Et on va les faire ensemble. Eh bien, ça a toujours été une expérience formidable pour moi, d'amener les gens à écrire et à retrouver l'importance de ce vecteur qu'est l'écrit à travers la lettre, à travers le livre, à travers l'écran, peu importe, pour faire de la communication humaine quelque chose d'un peu moins. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe dans les classes et quand on regarde ce qui se passe dans les universités, moi j'ai été professeur d'université jusqu'à il y a très peu de temps, on s'aperçoit que beaucoup d'étudiants à l'université sont fâchés avec, c'est-à-dire qu'ils vivent l'écrit comme une souffrance. Je leur demandais d'écrire, ah non monsieur surtout pas, on fait tout sauf écrire et sauf faire des écrits
cris qui peuvent être mis en commun. Les cris, on les garde pour nous parce qu'il n'est pas nécessairement bien, pas bon, pas suffisamment précis, pas rigoureux. Ben non, moi je crois que s'exposer à travers l'écrit est quelque chose d'essentiel. Je crois en plus, et on va se livrer un peu de méta, mais que l'écrit a été une conquête fabuleuse dans l'histoire des hommes, qu'on a d'abord écrit pour soulager sa mémoire. Les premiers écrits sont des listes, sont des registres, parce qu'on ne pouvait pas garder en mémoire les choses, alors on les a écrites, on a pris des notes. Ensuite, qu'on a écrit pour communiquer à distance. Ensuite, qu'on a écrit parce que ça permettait de préciser la pensée. Qu'on a écrit aussi parce que grâce à l'écriture, on pouvait aller au-delà de la fugacité de la communication orale, puis parce que finalement, écrire, c'est s'engager dans quelque chose qui est un peu au-delà de l'instant, et donc d'une certaine manière un peu au-delà de la mort, pas nécessairement de la mort physique, mais qui laisse une trace, et c'est une trace d'humain à humain, d'homme à homme, de femme à femme. Cette trace à travers laquelle on peut partager des choses, on peut espérer que d'autres se reconnaissent et que d'autres se disent « mais oui, j'ai pensé ça ». Et je suis toujours très émerveillé et pas du tout fâché quand les gens me disent « j'ai lu votre livre, mais je savais déjà ce qu'il y avait dedans ». Et c'est bien parce que vous le dites et maintenant je le sais encore mieux parce que j'ai vu que vous l'avez dit. Et je dis oui, bien sûr, c'est ça. L'écrit, c'est le partage. Quand les gens lisent, ils disent « bon sang, mais c'est bien sûr, j'avais compris, mais j'avais pas pu formuler ». Et là, lui, Flaubert a formulé des choses, Verlaine en a formulé d'autres, que nous ne formulerons jamais aussi bien, et nous sommes heureux de nous retrouver à travers la manière dont il le formule. Alors moi, je ne suis pas un écrivain, au sens, je suis plutôt un écrivain, comme disait Sartre, j'écris plutôt pour communiquer, mais je fais en sorte que cet écrit et cette trace qui permet d'entrer en communication avec les autres. C'est pour ça que je milite beaucoup, comme beaucoup de pédagogues, pour l'importance de l'écrit en classe. Un pédagogue comme Célestin Freinet, par exemple, n'a cessé de dire l'importance d'écrire en classe, d'écrire des lettres, d'écrire des journaux, des histoires longues, etc. Et d'écrire et de remettre en chantier les écrits. On les remet en chantier, on les retravaille et on les retravaille pour qu'ils deviennent suffisamment épurés, suffisamment précisément rigoureux pour qu'on puisse les offrir aussi à l'autre comme un cadeau. Et ça, je trouve ça formidable quand dans une classe, chacun peut travailler l'écrit et voir un écrit suffisamment exigeant pour pouvoir l'offrir à l'autre comme un cadeau. Donc pour moi, l'écriture n'est pas un acte vaniteux, ambitieux, c'est au contraire un acte très modeste de travail, de retravail, qui amène, c'est un cadeau qu'on fait aux autres, d'un travail qu'on a fait pour eux. Et j'aimerais que ce cadeau, on le fasse souvent, qu'on le fasse plus systématiquement, qu'on retrouve la valeur de cet écrit entre les générations, qu'on retrouve la valeur de cet écrit entre les personnes, et que l'écrit nous apaise. Je trouve que l'écrit est apaisant. C'est pas le contraire de la parole. Moi, j'ai beaucoup insisté dans ma vie sur l'importance de la prise de parole en classe pour les élèves, mais j'ai toujours aussi beaucoup insisté sur le fait qu'on ne parlait jamais mieux que quand on avait préparé sa prise de parole par écrit, et qu'il y avait une interaction entre l'écrit et l'oral en permanence et qu'il fallait travailler en permanence sur cette interaction. Donc, je suis attaché à l'écrit, mais j'aimerais que sur les questions éducatives, on soit moins dans l'anecdote, moins dans le petit reportage flash sur telle petite innovation que sur quels enfants on veut laisser au monde. Alors justement, les questions, les réflexions autour de l'éducation et de la pédagogie mènent souvent à des polémiques. On sent que voilà, ce sont des sujets sensibles. Selon vous, quelle distance faut-il prendre pour proposer une politique éducative éclairée ? Finalement, qu'est-ce qui fait un bon pédagogue ? Oui, c'est un sujet très sensible, l'éducation, parce que c'est un sujet qui est exactement au carrefour de nos préoccupations individuelles. Ça touche à nous. Ça touche à nos enfants, qui sont ceux que nous avons de plus précieux, et de nos préoccupations collectives, et que les unes et les autres ne sont pas nécessairement convergents. Alors, toutes les enquêtes le montrent, les Français sont d'accord pour toute une série de projets éducatifs, mais souvent plutôt pour les enfants des autres. Par exemple, ils disent la mixité sociale, c'est très bien, mais je préfère que ce soit les autres qui l'expérimentent que moi. Ils disent oui, il faut des écoles exigeantes, ambitieuses. Bon, il ne faut pas trop que les parents interviennent, mais si moi, mon enfant, il n'est pas très bien en classe, je vais quand même aller protester auprès de l'enseignant pour essayer d'obtenir satisfaction et un traitement exceptionnel. Puisque en France, l'enfant n'est pas simplement une personne. Chaque enfant est pour nous une exception. Il fut un temps, les parents demandaient que leur enfant soit traité comme une personne. Ça, c'est bien. Il faut continuer à l'exiger. Mais aujourd'hui, très souvent, on a cette idée que les parents demandent que leur enfant soit traité pas seulement comme une personne, mais comme une exception. Et si c'est une exception au nom de quoi on peut transgresser les règles communes. Et s'il n'y a plus de règles communes, qu'est-ce que ça peut être une éducation collective, qui ne soit pas une juxtaposition d'éducation individuelle. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il nous faut un projet éducatif. Alors ce projet éducatif, pendant de
très nombreuses années, on n'a pas eu à en débattre, parce que nous vivions dans des sociétés qui imposaient leurs projets et leurs projets éducatifs. Je le disais cet après-midi, dans l'Union soviétique de Staline, dans l'Iran de Khomeini, on ne débat pas d'éducation. Celui qui débat d'éducation, il est d'emblée mis au rebut ou au rencard, et lui-même, on va le rééduquer. Comme aujourd'hui en Chine, on va l'envoyer dans un camp de rééducation. Parce qu'il n'y a qu'une éducation, c'est le dogme. Dans une démocratie, par définition, il n'y a pas de dogme éducatif qui viendrait d'en haut et qui s'imposerait à tous. Et donc, dès qu'on débat d'éducation, c'est à la fois plein d'affaires individuelles, mais aussi plein d'un projet collectif et de la difficulté pour articuler l'un et l'autre. Mes propres enfants sont en jeu, mais l'avenir de nous tous est en jeu. Et la somme des intérêts individuels, fussent-ils légitimes, ne constitue pas une définition du bien commun. Les intérêts individuels, ils sont là, la démocratie doit les prendre en compte, mais le bien commun, c'est autre chose que la somme des intérêts individuels. Il n'y a pas très longtemps, j'ai été accueilli, une métaphore un peu facile peut-être, par un conseil municipal d'enfants, et on discutait des menus de la cantine, sujet éminemment important. Et chacun voulait évidemment qu'il y ait plus de frites, que ceci, que cela, qu'autre chose. Il y avait des désaccords assez grands d'ailleurs entre les enfants sur le fait s'il fallait ou non proposer des pamplemousses tous les jours ou pas, etc. Et à un moment, il me demande ce que j'en pense. Donc j'étais un peu perplexe. Alors comme on était dans la cuisine et sur les questions de cantine, je leur ai dit, écoutez, là il faut que vous arriviez à faire autre chose que juxtaposer tous vos désirs individuels. Vous allez devoir faire de la purée, mais chacun ne va pas y retrouver sa pomme de terre. Donc vous apportez chacun une pomme de terre, mais il faut quelque chose qui en cuisine s'appelle un presse-purée. Le presse-purée, ça fait une très bonne purée qui n'est pas une juxtaposition de pommes de terre, qui est bon pour tout le monde, mais chacun ne va pas trouver nécessairement ce qui lui appartient dedans. Mais vous allez construire quelque chose qui sera bon pour tous. C'est l'ambition de toute démocratie. Et cela, ça s'apprend dès l'école. Et moi, je suis partisan d'apprendre cela dès l'école, d'apprendre à construire du bien commun dès l'école, d'apprendre à coopérer dès l'école, d'apprendre à apprendre la solidarité dès l'école, parce que sinon, on va dans le sens d'un individualisme trop excessif, d'une concurrence acharnée, parfois d'ailleurs provoque des dégâts psychologiques. On a des enfants qui, dans cette concurrence, parviennent à survivre, psychologiquement j'entends, et parfois et souvent créent plutôt une sorte de juxtaposition d'individualité plutôt qu'un collectif solidaire. Donc voilà, on est vraiment au cœur de toutes ces questions. Donc je comprends que l'éducation soulève des passions. Je comprends qu'elle soulève des passions. Donc la juste distance, puisque vous employez cette expression, elle est très difficile à trouver. Elle est d'enraciner ma réflexion dans mon expérience, parce que chacun d'entre nous, on a une expérience en éducation. On a été un enfant, évidemment. On a été ou on est encore parents, oncles, tantes, grands-parents, etc. Donc cette expérience singulière et personnelle de l'éducation, on a besoin de la prendre en compte, mais en même temps, on a besoin de la dépasser. C'est-à-dire de se demander non seulement qu'est-ce que je veux pour mes enfants, pour mon fils, pour ma fille, mais qu'est-ce que je veux pour la société, pour le monde dans lequel ces enfants-là vont arriver demain. Donc c'est compliqué de jouer. Il faut trouver précisément la juste distance, vous avez prononcé cette expression et je la prends en mon compte, entre ce qui nous tient à cœur, qui est la chair de notre chair, et ce qui va faire que ces enfants-là vont vivre dans un monde et pas simplement individuellement que nous devons préfigurer à travers l'éducation que nous leur donnons. Vous avancez sur une ligne de crête, écrivez-vous, entre les antipédagogues d'un côté et les hyperpédagogues de l'autre. Plutôt que Frankenstein ou le baron de Munchausen, vous seriez Geppetto. Pourriez-vous nous expliquer cette analogie et nous décrire les deux courants que vous mentionnez? Non, je n'ai pas dit que j'étais Geppetto, ce serait extrêmement prétentieux parce que je ne suis pas capable de créer une marionnette et de la faire accéder à la vie, ce qui est extraordinaire. Pinocchio, c'est le plus beau roman d'éducation du monde. Vous savez qu'après la Bible et Don Quichotte, c'est le 3e livre le plus lu au monde. Puis le Coran probablement. Donc le 3e livre le plus lu au monde est un roman qui raconte d'une manière extraordinaire comment l'enfant, tenté par différentes choses, s'aimant finalement de son éducateur, parfois tombe dans des pièges, mais finit par retrouver son père de la baleine, vous savez, par prendre son père d'épaule et par proposer une sortie vers la lumière. Donc c'est un magnifique roman. Alors oui, je parle des antipédagogues et des hyperpédagogues. Alors c'est des formules pour nous permettre d'y voir plus clair. Les antipédagogues, entre guillemets, ce sont ceux qui nous disent il faut transmettre la culture et les savoirs, point barre. Donc faites des cours et puis ils écoutent et reprennent ça à leur compte, sera sauvé. Pour moi, ce sont des gens de bonne foi, sont souvent dans la pensée magique. Ils pensent qu'il suffit de décréter que les élèves doivent apprendre pour que les élèves apprennent.
Ils décrètent, les élèves doivent apprendre, donc ils apprennent. Ce sont des gens qui sont dans la pensée magique, par exemple, sur la question que j'ai beaucoup étudiée, j'en parle dans le livre, de l'attention, être attentif. Ils croient qu'il suffit de dire à des élèves, sois attentif pour qu'ils deviennent attentifs. Voilà. Alors chacun sait bien qu'on peut se balader dans une classe, dans un collège, un lycée, on va entendre des gens qui disent chut, 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 des vraies locomotives. Hein. Ils disent écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi toutes les 5 minutes, mais jamais ils créent l'attention. Créer une structure attentionnelle, ce qu'on appelle dispositif attentionnel, ça demande du travail avec des enfants qui sont habitués à l'action, pas toujours dans des cadres familiaux facilitateurs, etc. Donc dire il faut que les enfants soient attentifs, il faut qu'ils écoutent, il faut qu'ils apprennent, c'est de la pensée magique pour moi, une manière de décréter les choses sans aller voir concrètement comment on peut faire pour créer des dispositifs attentionnels. Les enfants seront attentifs quand on aura construit une classe qui, en termes géographiques, en termes d'organisation du travail, en termes même de corps et voix, comment on s'y installe, comment on parle, etc., en termes de mobilisation par des projets, quand cette classe, on aura su la mobiliser, la rendre attentive. Hein. Dire il faut qu'ils soient attentifs, il faut qu'ils apprennent, il faut transmettre les savoirs. Bah oui, moi je crois qu'il faut transmettre les savoirs. Sinon j'aurais pas été enseignant et j'ai passé ma vie à transmettre des savoirs. J'ai été instite, j'ai été prof de collège, j'ai expliqué le sujet dans la phrase à des générations d'enfants de collège. Je pense qu'il faut l'expliquer, mais je pense que c'est important et essentiel de l'expliquer. Je pense que la qualité de la langue écrite est essentielle, etc. Mais on ne peut pas se contenter de le dire. Et ce que j'appelle les antipédagogues sont ceux qui considèrent que si on s'intéresse à l'enfant et à la manière dont il apprend, c'est qu'on ne s'intéresse pas au savoir. Ben non, moi je m'intéresse au savoir, je me suis toujours intéressé au savoir, mais pour transmettre les savoirs, je m'intéresse à la manière dont l'enfant apprend. Et je ne me contente pas d'apprendre à des élèves déjà motivés, que ça c'est facile, je m'interroge aussi sur la manière de les motiver. Si j'écris sur le fronton de ma classe, nul n'entre ici n'est déjà motivé, j'ai pas beaucoup de chance, j'ai pas beaucoup d'efforts à faire. Bien sûr que les élèves vont réussir, parce que faire réussir des élèves motivés, c'est très facile. Et si nous n'avions que des élèves motivés dans nos classes pour les matières qu'on leur enseigne, ce serait extrêmement simple. Le problème, c'est qu'on n'a pas que des élèves motivés. Et si on ne prend que les élèves motivés, on aura de bons résultats. Ça, c'est clair. Et ces bons résultats, bien évidemment, ne les attribueront pas à notre pédagogie, mais à la qualité de la sélection qu'on aura opérée avant. Alors ça, c'est pour ce que j'appelle les antipédagogues. Bon, moi, je crois que c'est des gens de bonne foi, mais c'est des gens qui pratiquent ce que j'appelle la preuve par soi. Puisque moi, j'y suis arrivé, il n'y a pas de raison que les autres n'y arrivent pas. Et donc, mais non, parce que les autres, différents de moi, et parce que l'environnement social est aussi différent aujourd'hui de ce que c'était il y a encore 10 ou 20. Alors, ce que j'appelle les hyper-pédagogues, bon, c'est peut-être un terme qui peut paraître caricatural, mais je les ai rencontrés, moi. Ce sont des gens qui créent des écoles démocratiques, qui proposent de déscolariser leurs enfants, ou bien qui sont dans une sorte d'extase devant l'enfant qui est spontanément et magiquement créatif et à qui il ne faudrait imposer aucune contrainte ni transmettre aucun savoir. Ils existent, ces gens-là. Ils existent et ils ont pignon sur rue. Ils vont en février organiser un grand colloque à Montpellier où vous aurez un peu de tisane, un peu d'écologie, un peu de développement personnel. Vous mettez ça dans un shaker et vous faites une espèce de pédagogie de la spontanéité tout à fait naturelle. Voilà, on se met en groupe, on se regarde, on médite et puis on va finir par y arriver. Bon. Alors je caricature un peu, ils ne se reconnaîtraient pas à travers ce que je dis, mais enfin, je caricature pas tellement quand même. Ça existe, il y a aussi cette espèce de spontanéisme. Alors je montre d'ailleurs que c'est pas d'aujourd'hui, que ça a commencé il y a un siècle, au début de l'éducation nouvelle, au début du XXe siècle, qu'il y a eu cette tentation de dire l'enfant se développe par lui-même, il n'a pas de crainte, il n'a pas de situation, il n'a pas de dispositif, il n'a pas besoin de savoir, une sorte de graine, tient tout envie d'arroser de manière bienveillante. Et puis voilà. Moi, je n'y crois pas. Je crois que quand on fonctionne ainsi, on laisse se développer les inégalités. C'est-à-dire que ceux qui ont la chance d'avoir un environnement, un entourage dans lequel on leur a appris à parler, à conceptualiser, on leur a fait découvrir les limites, on leur a expliqué ce que c'était que la résistance d'un objet, le fait que lire, c'était pas lire n'importe quoi, quand même respecter un tout petit peu ce qui était écrit dans le livre, mais qu'il fallait à la fois le respecter et l'interpréter. Enfin, toute une série de choses que nous devons transmettre à nos enfants. Je crois que ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des parents qui l'ont transmis ça, eh bien, cette espèce de pédagogie qui, au nom du respect de l'enfant, ne lui transmet rien et ne lui impose rien, ne lui propose aucune contrainte féconde, eh bien, c'est une pédagogie du vide. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas pour la contrainte absolue, je suis pour la contrainte féconde, la contrainte fertile, comme dit mon ami l'écrivaine Jeanne Benhammer. La contrainte fertile, c'est une contrainte qui aide à
à s'améliorer soi-même, qui aide à aller au-delà de ce qu'on sait faire. Donc je ne vais pas empêcher l'enfant de faire ce qu'il a envie de faire. Je vais l'aider par des contraintes à découvrir qu'il peut mieux faire que ce qu'il fait. Et je vais lui permettre d'accéder à quelque chose qui lui permet de se dépasser, d'être fier de lui, pas nécessairement pour se comparer aux autres, mais pour se dire « je peux devenir meilleur que moi-même ». Voilà, je citais tout à l'heure cette phrase d'Albert Jacquard qui m'a accompagné toute ma vie. L'évaluation, ça n'est pas fait pour devenir meilleur que les autres, c'est fait pour devenir meilleur que soi-même, et pour progresser soi-même, pour ne pas s'en tenir à la médiocrité, à la facilité, à ce que c'est déjà faire, pour se dépasser. Voilà. Eh bien, la pédagogie, pour moi, elle n'est ni dans la pensée magique, ni dans le spontanéisme absolu. Elle est ni dans le fait apprenez, ni dans soyez bien et puis tout le reste adviendra de surcroît. Voilà. Le bien-être d'abord et le reste n'est pas nécessaire. Elle est dans une ligne de crête. Vous avez parlé de ligne de crête. Oui, c'est une ligne de crête qui ne tombe ni dans l'autoritarisme absurde, écoutez-moi. On peut dire à des gens, écoutez-moi pendant des heures sans qu'ils vous écoutent. Ce que vous dites ne les intéresse pas et si vous n'êtes pas capable de construire un discours qui les motive, dire écoutez-moi. Qui ne tombe pas dans cette pensée magique du écoutez-moi, mais qui ne tombe pas non plus dans cette autre pensée facile, naïve, du j'ai rien à vous dire, vous avez déjà tout trouvé tout seul, soyez heureux, bénis mes enfants. Parce que là, on est dans la non-éducation. Voilà, donc c'est une ligne de crête, c'est vrai, et c'est une ligne de crête qui n'est pas facile à tenir et qui n'est pas facile à faire comprendre. Parce que quand on parle de contraintes fécondes, on se met à dos à la fois ceux qui sont pour la contrainte arbitraire et ceux qui sont contre toute forme de contrainte. Or moi, je suis contre la contrainte arbitraire, celle qui ne produit rien, mais je suis pour la contrainte féconde. Et donc, on se met à dos tout le monde. Ceux qui sont contre les contraintes, ils disent que vous êtes un pédagogue réactionnaire, et ceux qui sont pour n'importe quelle contrainte, même si elle n'est pas féconde, que vous êtes quelqu'un qui écoute béatement les enfants, alors qu'il faut leur imposer les choses et jamais leur demander leur avis. Et donc vous vous mettez un peu tout le monde à dos. Et c'est une posture difficile à tenir, difficile à faire comprendre. Moi, une grande partie de ma vie, maintenant je suis au bout de ma carrière, une grande partie de ma vie, j'ai souffert, j'emploie ce mot à dessein, parce que c'est vrai qu'à certains égards, c'est une souffrance, d'être, non pas incompris, mais d'être caricaturé, soit par les uns, soit par les autres. De me voir attaqué par ceux qui disaient l'élève au centre, c'est du grand n'importe quoi. Or, moi, je disais si, l'élève au centre, l'élève, c'est pas l'enfant. L'élève, c'est l'enfant qui apprend, tout à fait autre chose. L'élève au centre, l'élève est au centre parce que c'est l'élève. L'école est faite pour lui, comme le malade au centre de l'hôpital, l'élève est au centre de l'école. C'est quand même pour eux que c'est fait. Si, il faut. L'école n'est pas faite simplement pour les enfants de profs et les enfants d'intellectuels. D'ailleurs, les profs en acceptent quelques autres. Donc, il faut aussi les faire réussir. Donc, moi, j'ai été toujours attaqué par ceux qui disaient oui, mais Mérieux, c'est le grand laxiste qui s'agenouille béatement devant les élèves, et symétriquement par ceux qui disent oui, mais attendez, moi je promeux une école du respect. Mérieux, il veut faire étudier la théogonie d'Hésiode pour faire apprendre à lire à des enfants, parce que c'est vrai qu'à une époque, j'avais construit une méthode de lecture autour de l'Iliade et l'Odyssée. Regardez, c'est scandaleux, il faut simplement partir de ce que ça veut dire les enfants, il ne faut pas leur imposer d'aller chercher des vieux trucs grecs, etc. Donc on se fait attaquer de tous les côtés. Donc c'est une ligne de crête, et quand on est sur la crête, comme je le dis dans le livre, on peut tomber. Alors quand on est 2 ou 3, c'est bien, parce qu'il y en a un qui tombe de l'autre côté, on arrive à se rétablir, et on se rétablit par du temps, mais parfois on tombe. Je suis tombé, mais j'ai essayé de rester sur la crête. Souhaiteriez-vous intervenir, partager? Oui. Oui. Je viens de jeter un coup d'œil au manifeste pour le plaisir d'apprendre. Ce n'est pas un livre que j'ai fait seul, c'est un livre que j'ai coordonné. Mais par des mélanges pour des fins de carrière, qui est à ce côté. Mais le charme en plus. Dans le Nicolas, il y a ce mot de Goscinny, quand je serai grand, je m'achèterai une école rien que pour jouer dedans. Le plaisir, c'est important. Et quand je regarde le livre, je vois qu'une des dernières interventions, c'est celle de Daniel Hamlin, que je suis prof de psychologie. Et il parle de mort. Il raconte la mort de son frère. La mort de son frère, que j'ai connu, directeur de Graal universitaire à Angers. Et effectivement, comment peut-on parler de mort? Est-ce que le plaisir d'apprendre, c'est pas justement jusqu'au dernier souffle? Et comment entretenir ce plaisir d'apprendre jusqu'au dernier souffle quand on souffre? Très belle et très importante question. Alors, 2 choses rapidement. Sur le plaisir d'apprendre, d'abord, une clarification.
Dans ce livre, une des idées que je défends dans le texte que j'ai fait, le texte liminaire, c'est qu'il faut bien distinguer apprendre et savoir. On dit, je le disais tout à l'heure cet après-midi, excusez-moi, ceux pour lesquels c'est que tous les enfants veulent apprendre. Non, c'est pas vrai. Les enfants veulent savoir, ils ne veulent pas apprendre. Ils veulent savoir sans apprendre. Parce qu'apprendre, c'est long, ça demande des efforts, ça demande de suspendre la réunion immédiate pour gâcher un peu de matériel. On préfère savoir tout de suite avec l'aide de la technique plutôt que de prendre le temps d'apprendre. Et un des enjeux majeurs de l'école aujourd'hui, c'est de trouver du plaisir, non pas à savoir, mais à apprendre. Alors pourquoi c'est important cette distinction? Parce que d'une certaine manière, il y a plus de plaisir à savoir des choses grâce à des théories du complot. C'est plus plaisant. Une théorie du complot, moi j'ai mené l'an dernier une opération pilotée par la Fondation de France, qui s'appelle « Tu ne m'auras pas », autour des théories du complot des collèges. J'ai travaillé avec le collège. Les théories du complot sont infiniment séduisantes. L'enfant, il découvre sur Internet une petite vidéo qui lui est que le 11 septembre n'a jamais existé, que ça a été monté par la CIA, que l'homme n'est jamais allé sur la Lune, enfin, que la Terre est creuse, Israël y a entassé des armes, enfin, n'importe quel bête de ce genre. Il y en a des tas. Il va être fasciné par ça. Il saura tout à partir de là. C'est tout. Il peut tout. C'est compliqué de passer du désir de savoir au désir d'apprendre. Apprendre, c'est chercher, c'est explorer, c'est accepter de ne pas tout savoir, c'est continuer à se documenter, se confronter avec les autres. C'est une démarche, c'est pas un résultat. Savoir, c'est un résultat. Apprendre, c'est une démarche. Et le problème, c'est de faire basculer le plaisir d'avoir le résultat au plaisir de la démarche. Alors, je peux transposer ça sur l'utilisation d'un moteur de recherche, par exemple. J'utilise un moteur de recherche, alors pas Google, il faut boycotter Google, bien sûr, comme Amazon et tout ça, pour sauver nos libraires et d'excellentes librairies. Mais si vous utilisez un moteur de recherche, ils vous disent qu'il faut savoir et ils vous le classent pas par ordre de vérité, mais par ordre d'attraction. Il faut que l'enfant passe de ce désir de savoir tout à un désir qui est celui de comprendre, de discuter avec les autres, d'en parler avec les autres et d'être sur le chemin de la vérité et non pas de s'enfermer dans la certitude. Je fais partie de ceux qui pensent qu'un des problèmes de la modernité, c'est que les certitudes théologiques qui nous ont précédés sont remplacées par des certitudes individuelles ou collectives, qui sont souvent des certitudes démagogiques. En particulier, il y a un bouc émissaire, c'est lui qui est responsable, pas loin, voilà. Ça, c'est la démagogie. C'est Bolsonaro au Brésil. Il y a un mauvais, faut combattre parce que... ça, c'est de la démagogie. C'est ce que j'appelle savoir sans comprendre, savoir sans apprendre. Or, on donne aux gens des certitudes faciles comme ça. Ils ne leur permettent pas nécessairement de continuer à chercher. Et quand on ne continue pas à chercher et qu'on s'enferme dans sa certitude, jusqu'à la fin de ses jours, comme vous le disiez tout à l'heure, alors on est dans la tentation de nier l'existence de l'autre, Je lisais récemment un très beau livre que vous devez avoir, de la rabbin Delphine Orviller, qui vient de paraître sur l'antisémitisme, fait suite à un livre précédent absolument superbe qui parle de poche. Je trouvais ça dans les bonnes librairies et particulièrement dans cette. Il se termine précisément par cet éloge de l'incertitude. Et nous mourrons si nous sommes face à des gens, parce qu'ils pensent posséder la certitude, vont devoir annihiler, anéantir tous ceux qui ne partagent pas. Mais nous vivrons si nous cherchons ensemble la vérité et si nous ne campons pas, si nous ne sommes pas enfermés dans nos incertitudes. Et donc là, on est au cœur de ce que vous disiez. Donc oui, je crois qu'il faut continuer à apprendre et à apprendre jusqu'au bout et à trouver ce plaisir dans l'apprentissage. Et donc, dans un apprentissage qui comporte un effort, qui comporte aussi le fait de, de négocier avec le temps. Savoir, on voudrait le savoir tout de suite. Et d'ailleurs, les outils électroniques que nous avons à notre disposition nous permettent de faire des tas de choses sans apprendre. Plus personne ne lit les modes d'emploi de son téléphone portable. Un temps, vous aviez encore 160 pages mal traduites du Japon distribuées avec certains assez vieux pour avoir vécu ça. Aujourd'hui, vous n'avez même pas de mode d'emploi quand vous achetez votre téléphone portable. On vous en distribue même pas. Personne ne sait comment ça marche. Personne ne sait comment la photo est nette, comment les lois de l'optiser. Tout à l'heure, cet après-midi, moi, quand j'étais petit, que je voulais faire une photo nette, je calculais le rapport entre la profondeur de champ et le diaphragme. Je faisais de la trigonométrie quasiment. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de faire ça. La machine le fait pour vous. Elle vous permet de savoir sans apprendre. Mais savoir sans apprendre réduit l'homme à l'humain, l'homme, la femme, l'humain bien sûr, réduit l'humain à utiliser le monde à son service, à l'instrumentaliser sans voir les enjeux de ce qu'il fait. Et je pense qu'apprendre, c'est refuser ces espèces d'instrumentalisation du monde, c'est chercher à comprendre, c'est ne jamais se satisfaire de
de ce qu'on sait. Et c'est ça qu'il faut transmettre aux enfants. Ne pas se satisfaire de ce que tu crois savoir. Alors, on ne dit rien d'extraordinaire, hein, Socrate déjà ça, mais on ne parlait pas encore à l'époque, sans doute, de théorie du complot, on ne parlait pas de slogan démagogue, quoique la démagogie de Platon est fortement identifiée et critiquée. Mais je crois qu'on est au cœur de quelque chose d'essentiel dans notre société aujourd'hui. Prendre le temps d'apprendre. C'est pour ça que je parle de l'école comme un espace de décélération. Dans la vie, on ne prend pas le temps d'apprendre, on ne prend pas le temps de confronter son point de vue avec les autres, on ne prend pas ce temps qui est le temps de l'intelligence, qui est le temps de la pensée. Hein, Alain Badiou dit dans un de ses livres, Petite métaphysique, je crois, ou quelque chose comme ça, que la modernité exerce une telle pression sur la pensée qu'on n'a plus le temps de ressaisir la pensée. Je crois que c'est une chose essentielle, et la ressaisir, y compris dans la mort, c'est bien un enjeu majeur, est quelque chose d'essentiel. Mais ça veut dire qu'on prend très au sérieux dans l'éducation la capacité à transmettre la culture. Hein. La culture, c'est quoi? Pourquoi le petit poussé, il faut continuer à le raconter aux enfants? Pourquoi il faut lire Flaubert? Pourquoi il faut lire Dickens, etc. Parce que le petit poussé me parle de moi. L'enfant à l'école, à 5 ans, il a peur d'être abandonné par ses parents. Tous les psychiatres vous le disent. L'enfant a peur d'être abandonné par ses parents. Il a très peur. Il a peur que sa mère ne vienne pas le chercher, que son papa ne vienne pas le chercher. Alors la maîtresse pourrait lui dire, mais mon petit, t'as raison, ta maman ou ton papa peuvent payer, t'es sûr qu'elle viendra te chercher ce soir? Bon, il peut accroître l'angoisse. Mais l'enseignant peut faire quelque chose de très beau, qui n'est pas ça du tout. Il peut partager avec cet enfant un récit qui a atteint une forme de perfection dans son expression. Ce récit donnera à l'enfant, et c'est un cadeau formidable qu'on lui fait, donnera à l'enfant la possibilité de se reconnaître sans être violé dans son intimité. C'est-à-dire qu'il va rencontrer quelque chose qui parle sans qu'on aille gratter sur son intimité d'une manière qui lui ferait mal. Et quand je lis Flaubert, quand je lis un romancier contemporain, n'importe qui, je me sens interpellé dans mon intimité, mais avec une forme telle que cette interpellation relie l'intime à l'universel. Pas un universel ambitieux, pas un universel plaqué, mais un universel qui est fait dans la capacité qu'ont les humains à se relier ensemble aux mêmes questions et à la question de la mort. C'est pour ça que je suis si attaché à ce qu'on développe avec les enfants les discussions à visée philosophique, comme on le fait aujourd'hui, comme malheureusement ça a disparu des programmes. C'est pour ça que je suis si attaché à ce qu'on ne laisse pas les élèves de lycée professionnel, comme c'est le cas aujourd'hui, à l'écart de la philosophie. Pourquoi quelqu'un qui fait un bac professionnel n'aurait pas le droit de s'interroger sur la vie, l'amour, la mort? C'est quoi ça? Parce qu'il prépare un métier, ça ne l'intéresse pas, ces questions-là? Il n'a pas le droit de s'intéresser à ces questions-là? Quand en 98, j'ai fait ma grande enquête auprès des lycéens, qu'est-ce que j'ai découvert sur la philo? Que globalement, ceux à qui on en faisait, ça les embêtait, ils en avaient trop, mais ceux à qui on n'en faisait pas, ils en voulaient beaucoup. Hein, et en particulier les lycéens de lycée professionnel. C'est un enseignement à prendre quand même, ça veut dire qu'il y a une demande de philosophie authentique, de réflexion, de réflexivité authentique chez les enfants. Si vous ne leur donnez pas de quoi réfléchir et de quoi se mettre sous la dent une culture un peu solide qui répond à leurs questions d'une manière ou d'une autre, ils iront chercher des réponses ailleurs, parce que la nature a horreur du vide et parce qu'on ne détruit que ce que l'on remplace. Je n'ai cessé de dire cela. J'ai été mobilisé à plusieurs reprises dans les programmes de lutte contre la radicalisation, par exemple, par des gens qui me disaient il faut détruire l'idéologie radicale. J'ai dit oui, mais bien sûr, mais on détruit que ce que l'on remplace. Vous la remplacez par quoi? Ce gars-là, ça a donné un sens à sa vie, il faut lui en donner un autre. C'est pas en vous obstinant à détruire ce qu'il croit que vous le ferez changer d'avis. C'est en lui donnant d'autres possibilités de donner un sens à sa vie que le radicalisme. C'est ça qui va le faire sortir du radicalisme. Et je crois que là, nous sommes vraiment au cœur d'un enjeu majeur pour nous aujourd'hui, c'est de proposer ce cadeau-là à tous les enfants, proposer ce cadeau de l'accès à la pensée. Alors, à travers les œuvres, mais à ma main, c'est pas mon livre dont je parle, c'est évidemment les grands livres derrière, à travers les œuvres, l'accès à la pensée. On ne pense pas dans le vide, on pense à travers ceux qui ont pensé avant nous, et avec ceux qui ont pensé avant nous, et ceux qui pensent à côté. Mais donner l'accès à la pensée, la plus belle chose que nous puissions faire pour nos enfants et pour l'avenir de l'humanité. Alors évidemment, parfois, on préférerait qu'ils remplissent les QCM des évaluations plus vite pour être admis en médecine, et puis on s'en fout qu'ils pensent ou qu'ils ne pensent pas. Mais c'est là où il faut peut-être trouver la juste distance entre la réussite immédiate qu'on escompte et puis ce qu'on voudrait pour la réussite de tous. Merci. Je ne voudrais pas monopoliser le débat, mais... Surtout que je parle beaucoup, que vous avez remarqué que j'ai du mal à m'arrêter. Mais vous avez parlé effectivement du désir de savoir, je crois qu'on l'a. Mais est-ce qu'on désire apprendre? Je ne suis pas sûr. On a peur d'apprendre. Non, mais ce désir... On désire savoir, il suffit de regarder avec les médias aujourd'hui, on a la réponse. Donc on a même pas. Mais bien sûr, c'est la raison pour laquelle nous devons faire découvrir à nos enfants le plaisir d'apprendre. S'ils ne découvrent pas le plaisir d'apprendre avec nous, ils resteront dans la peur d'apprendre. Oui, bien sûr.
Oui, merci. Je voulais revenir justement sur ce concept de désir d'apprendre, sur les contraintes fertiles et fécondes. Le parcours scolaire, moi je le compare un peu à une sorte de gavage d'apprentissage, qui est un peu à contre-nature de la nature humaine, de l'enfant, de l'adolescent. Du coup, pour les enseignants, est-ce qu'on leur transmet, est-ce qu'on leur donne une boîte à outils remplie de, justement, de contraintes fertiles et fécondes? C'est un vrai problème. Tout à l'heure, lors de la conférence à la faculté de droit, un futur enseignant est intervenu, et je regrette de ne pas avoir pu lui répondre autant que j'aurais souhaité le faire, est intervenu pour dire à quel point la formation qui lui était proposée ne répondait pas à ses espoirs. Il a même utilisé un terme très dur, il a parlé de boucherie, je crois, évoqué le cours de recrutement d'enseignants et la manière dont ils y étaient préparés. Un terme extrêmement violent. Je fais partie de ceux qui sont un peu inquiets aujourd'hui sur la formation des enseignants initiale et plus inquiet, et je vais renouer là avec chose que j'ai dite au début, inquiet parce que au lieu d'aider les gens à réfléchir et à penser, de leur permettre de s'approprier une culture pédagogique qui existe, on est plutôt dans du formatage. Et c'est pas, à mon avis, ce qui fera d'eux de bons des professionnels qui ont envie de travailler, qui ont envie de transmettre, cherchent comment le faire et qui chercheront jusqu'au bout à faire. Voilà. Et puis la formation continue, à laquelle je crois beaucoup à la formation. Elle est aujourd'hui très... je ne vais pas éventer un secret, mais quand Vincent Payon est arrivé au ministère de l'Éducation nationale, c'est un homme que je connaissais un peu, je l'ai rencontré, il m'a dit je vais commencer par le scolaire. Je lui ai dit non, c'est important les rythmes scolaires. Bien sûr, il faut y travailler. Bien sûr, il faut avancer. Mais au moins mener en parallèle le chantier de la formation continue des enseignants. Aucune réforme ni aucune avancée ne sera sérieuse si les enseignants ne sont pas épaulés, les accompagnent pas, n'ont pas une formation tout au long de leur vie et tout au long de leur carrière, mais une formation responsabilisante, pas une formation infantilisante. Je pense qu'il a eu tort de mettre la charrue avant les bœufs, que d'ailleurs payé de son poste, et que nous savons ce qu'il en est advenu de la réforme scolaire. C'est pas fait et décidé à Brest, ce n'est pas de quoi que ce soit, mais nous savons bien aujourd'hui que 80 des élèves, réforme qui est arrivée puis qui repart. Et donc c'est fugace les réformes. La formation continue, c'est durable. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup, Antoine Pro, le grand historien de l'éducation. Souvent, formule de Rabelais, l'éducation c'est travailler des pierres dures, se mettre elles-mêmes. Bon. Et donc structurer, restructurer, c'est utile, il faut le faire. Former et accompagner les personnes dans la durée, c'est quelque chose qui est encore plus utile et qu'on ne fait, à mon avis, pas. Et en particulier, moi je milite beaucoup, mais vous direz pour ma paroisse, pour que l'histoire des grands pédagogues ne soit pas oubliée. Malheureusement, ce sont les mêmes, souvent encensent notre patrimoine, mais qui oublient notre patrimoine pédagogique. Oublient Pestalozzi, Freinet, Makarenko, Oury. Ces gens qui ont tracé des sentiers, certains un peu plus que des sentiers, qui sont essentiels à emprunter aujourd'hui, à revisiter aujourd'hui. Et la formation est trop souvent l'application. Je parle même, je suis assez dur dans mon livre, je parle de même de prolétarisation. J'emploie le terme Marx. Vous savez que Marx n'a jamais dit que les ouvriers étaient des prolétaires. Il n'a jamais dit ouvriers des pays, unissez-vous. Il a dit que les ouvriers avaient été prolétarisés. Quand on a introduit la machine-outil, qu'il a fallu acheter des machines chères, qu'il a fallu les rentabiliser, on a mis les ouvriers au 3 pour que les machines tournent toute la journée. 3 x 8, 20. Et Marx dit à ce moment-là, c'est plus la machine qui est au service de l'ouvrier, c'est l'ouvrier qui devient au service de la machine. L'intelligence même de l'ouvrier est vidée de sa substance, dit Marx. Il se met au service de la machine organique, pense pour lui. Alors, de ça, c'est le téléthéra, etc. Et mon inquiétude aujourd'hui, compris à travers certains usages que l'on fait des neurosciences, c'est la prolétarisation. C'est-à-dire qu'en réalité, au lieu de former des sujets capables de réfléchir, d'inventer toute leur carrière des méthodes nouvelles d'une manière hardie, originale, mais lucide en même temps, forment des bons petits exécutants qui prépareront les élèves à passer les tests qui permettront de montrer qu'on progresse dans PISA. Mais on sait progresser dans PISA. En Corée du Sud, ils progressent dans PISA. À Taïwan, à Shanghai, ils progressent dans PISA. Il suffit de faire des tests PISA à partir de 5 ans aux enfants. S'ils ont 15 ans, ils réussissent au test PISA. On sait faire. Mais on sait aussi que la société de la Corée du Sud, de Taïwan, de Shanghai n'est pas nécessairement la société que nous voulons. C'est pas la société idéale. Donc, est-ce que nous voulons entraîner nos enfants à devenir des singes savants pour remplir des cases et cocher des cases de comparaison internationale, ou est-ce que nous voulons vraiment une éducation face aux problèmes d'aujourd'hui et de demain? Bonsoir. Moi, j'aurais une question en fait. Du coup, je fais partie d'une association qui s'appelle Critéthique. Donc, notre but, c'est d'enseigner l'esprit critique à des populations de collégiens et de lycéens. Donc, on travaille surtout, en fait, on leur apporte des outils qui est le sens critique pour pouvoir après traiter les différentes informations. Et donc,
j'ai trouvé, au travers des élèves avec qui j'interagissais, qu'on avait ils étaient heureux en fait d'apprendre à apprendre et non pas d'apprendre à savoir, comme vous pouvez le dire, de parvenir eux-mêmes à un savoir au travers d'un raisonnement. Ça c'est du coup la mise en contexte. Ma question est la suivante. J'ai parfois affaire à des parents qui ont l'impression que les connaissances que j'apporte à leurs enfants, en fait, ils ont l'impression d'avoir une dépossession de leur enfant parce que leur enfant va leur mettre beaucoup de choses en question au travers de cet apprentissage qu'on leur apporte, notamment l'argument d'autorité, ce genre de choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que je peux réagir? Moi, est-ce que je dois faire de l'éducation parentale en plus? Comment faire? Non, je pense que vous pourriez expliquer aux parents qu'il y a une différence entre l'esprit critique et l'esprit de critique. L'esprit de critique, c'est le fait de vouloir critiquer systématiquement tout et n'importe quoi et de dire systématiquement le contraire. L'esprit, c'est la vigilance sur un certain nombre de choses. La vigilance sur l'information, la vigilance sur des fake news, la vigilance sur ce qui peut nous arriver par ailleurs. Et donc cet esprit critique-là, il est au service de la véritable autorité. Il ne détruit pas l'autorité. Il est au service de la véritable autorité. Et il est contre toutes les formes d'imposture, d'emprise, de dictature sur les esprits, de conformisme systématique, oui. Mais il est au service de la véritable autorité. L'autorité, moi je ne suis pas du tout contre l'autorité. Moi je suis très pour l'autorité. L'autorité, c'est ce qui autorise étymologiquement. L'autorité, c'est ce que donne la responsabilité. Voilà. Moi j'ai vu une classe, j'en parle dans le livre, classe de maternelle l'an dernier, où il y a une petite fille qui est venue me voir à mon arrivée dans la classe en me disant « Moi, monsieur, j'ai autorité sur le bocal à poisson rouge parce que je suis responsable du bocal à poisson. Et même s'il y a des grands, même s'ils sont grands, même s'ils crient plus fort, moi, j'ai l'autorité pour leur dire qu'il ne faut pas mettre des saletés dans le bocal à poisson. » Mais cette petite fille a tout compris. Et en particulier que la véritable autorité, c'est celle que confère la responsabilité. Il n'y a pas d'autorité haute société démocratique et qui se veut émancipée que celle que confère la responsabilité. Je suis responsable du bocal à poisson rouge, donc j'ai autorité sur le bocal. Donc je rends un service collectif parce que ma responsabilité me donne autorité. Et ça, c'est absolument fondamental. Moi, c'est cette autorité-là pour laquelle je... Bonsoir. Alors, je reviens aux ateliers philosophiques qui sont inscrits dans les programmes scolaires depuis 2015. Dans les nouveaux textes, il ne figure plus, malheureusement. Dans le cadre de l'éducation morale et civique, depuis 2015, on avait la discussion à visée philosophique qui, depuis juillet 2018, a été blackboulée pour être... on a retiré en fait le mot philosophie. Alors je vous dis ça parce que j'anime au sein même de la librairie Dialogue des ateliers de philosophie avec les enfants et les adolescents. Et donc je dis bravo à la librairie Dialogue qui est dans cette belle démarche. Mais justement, je voulais savoir qu'est-ce que vous dites. On a remplacé le mot on a retiré le mot philosophie. On l'a remplacé par débat réglé. Alors on peut dire c'est pas très grave puisque nous allons continuer à développer, enfin à aider les enfants à développer leur esprit critique, leurs habiletés de pensée, les habitus démocratiques dans une démarche d'éducation citoyenne. Mais que pensez-vous de la violence finalement, de la violence du fait qu'on ait retiré le mot philosophie? Et est-ce que c'est un bon signal que nous envoie le ministère de l'Éducation nationale? Voilà. Pour moi, c'est clairement un mauvais signal. Les mots sont très importants. Ils ont une charge symbolique importante, les mots. Supprimer le mot, ça veut dire beaucoup de choses sur les intentions. On peut organiser des débats réglés sur tout, sur qu'il faut mettre ses pantoufles ou pas. Bon, c'est bien. Mais supprimer le mot philosophie, c'est laisser entendre que l'enfant ne peut pas accéder à des choses comme ce qu'a conceptualisé mon collègue Michel Tozzi ou d'autres, la conceptualisation, la problématisation, etc. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. Surtout que la discussion à visée philosophique chez les enfants, on a beaucoup de beaux outils aujourd'hui pour la mener. Il y a de la littérature de jeunesse aussi. Je sais que la librairie Dialogue a un site où il y a de la littérature de jeunesse. Donc on peut s'appuyer sur des tas de protocoles différents. Alors c'est dommage, je trouve ça dommage. Je trouve que c'est un mauvais signal et que, de même que c'est un très mauvais signal que dans la réforme de l'enseignement professionnel, dont on nous dit qu'il permet d'accéder à l'excellence, on ait significativement diminué les horaires d'enseignement général et qu'on n'ait toujours pas introduit l'enseignement de la philosophie. J'ai des CAP dont ont la chance de voir intervenir le prof de philo une fois par semaine. Et le prof de philo est d'autant plus ravi qu'il me dit que les élèves sont bien plus attentifs que ses profs au terminal, mais c'est effectivement la différence entre obligation et puis option. Et la dernière fois, nous avons donc évoqué le thème du héros
en lait. Et le prof de philo est venu apporter donc sa vision différente du héros à travers la philo. Et j'entendais les élèves, quand ils ont quitté la classe, se lancer finalement des espèces de joutes verbales pour savoir si l'un arriverait à dominer l'autre par ces réflexions qu'il venait d'acquérir grâce à cette intervention. Donc c'est gratuit, les élèves sont ravis et en fait on arrive toujours à mettre de la philo, même si on est en pro. Donc en fait tant pis si les programmes n'y pensent pas, nous y pensons, donc c'est pas grave. Nous arrivons à pallier ce manque, donc c'est bien. Merci de ce que vous faites. Alors, puisque vous êtes là, c'est bien. Le problème, c'est que quand il n'y a pas des gens comme vous, un peu volontaristes, et qui se battent pour que ces choses-là soient mises en place, il n'y a pas d'impulsion, eh bien, malheureusement, il ne se passe pas ce que vous décrivez. Ah oui, je crois beaucoup à l'effet boule de neige, mais je pense que si l'éducation en France reste nationale, c'est le titre du ministère, c'est aussi parce qu'il y a des valeurs qui doivent être présentes partout, et qu'on ne fait pas simplement confiance à l'effet boule de neige. D'autant plus que des choses ont existé. Ici, dans cette académie, il y a eu un inspecteur général de philo, l'inspecteur Poirier, qui a mené pendant un temps un travail absolument remarquable sur les lycées professionnels, en montrant tout à fait qu'on pouvait faire de la philo d'une manière extrêmement exigeante avec des élèves de lycée professionnels, y compris à les faire écrire d'une manière tout à fait acceptable et qui c'était très pertinent. Et je ne comprends pas pourquoi on reste attaché à cette division absurde entre ceux qui seraient d'un côté les intellectuels et ceux qui, d'un autre côté, seraient les manuels. Moi, quand je vais me faire opérer bientôt, je suis très content que les chirurgiens soient un bon manuel. Et quand je vais acheter mes produits chez un agriculteur, je suis content qu'il ait un peu réfléchi à la manière dont conduisait son exploitation pour ne pas m'empoisonner, donc qu'il soit aussi un intellectuel. La différence entre manuel et intellectuel me paraît totalement obsolète si jamais un jour elle a été pertinente. Oui, je voulais revenir sur ce que vous disiez au début sur l'histoire de finalement suivre la crête entre les pédagogues et les hypopédagogues, je ne sais plus comment vous disiez, mais c'était ça l'idée. Et avec cette idée justement de contrainte fondatrice, productive. Et je peux que souscrire. Moi je vous connais très longtemps, vous ne me connaissez pas, mais moi je vous m'avez bien biberonné. Et quand vous dites que vous faites attaquer, c'est vrai que vous êtes beaucoup fait attaquer, on entend beaucoup les gens qui vous attaquent, et je regrette effectivement qu'on n'ait pas beaucoup entendu les gens qui pensaient comme vous, et notamment l'association des chercheurs en sciences de l'éducation qui vous ont laissé bien seul contre Finkielkraut et d'autres. Ceci étant, moi je fais partie du petit peuple qui croit effectivement à cette ligne de crête, et je suis formateur. Je forme des éducateurs depuis 30 ans, et ça fait que, je suis désolé de vous dire ça, ça fait que ça vous retarde encore dans l'âge. Mais par contre, je dois dire une chose, c'est que c'est très très difficile de former des gens à ça. C'est-à-dire que quand on l'a compris, c'est déjà un chemin, mais former des gens à approcher ces histoires de contraintes, en même temps de liberté, d'essayer la liberté dans des contraintes, c'est toujours des jeux paradoxaux, des dilemmes. On a l'impression, quand on écoute les discours des gens qui ne sont pas des formateurs ou qui ne sont pas dans le monde de l'éducation, qu'il n'y a qu'à Faucon, il suffirait et c'est juste des options philosophiques. Non, c'est une technique. Et cette technique-là est très très difficile à apprendre. Et je crois que c'est bien que vous le disiez, qu'effectivement c'est une difficulté et que ce n'est pas uniquement un choix, on est pour ou contre la pédagogie. Oui, ça c'est bon pour effectivement les Finkielkraut ou autres journalistes, mais quand on est dans le boulot, c'est super difficile et c'est encore plus difficile de former. Et de ce point de vue-là, je voulais juste avoir votre avis sur une chose qui était, finalement, vous nous avez stimulé vers l'idée à laquelle je souscris de travailler plus sur le collectif, faire entrer les jeunes, notamment dans le monde de la réflexivité. Le problème, c'est que notre société va, je trouve, complètement à l'envers de ça. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus dans une situation de contrainte, de compétition entre nous, où les collectifs, même dans les institutions qui amènent à travailler ensemble, en fait, explosent complètement les collectifs en les mettant les gens en compétition les uns avec les autres, y compris dans le service public. Et alors, je ne parle même pas du privé. Et de ce point de vue-là, est-ce que finalement, ce n'est pas un travail un peu de Don Quichotte, peut-être nécessaire, mais est-ce que le combat, il n'est pas perdu d'avance, quoi ? Alors, deux réponses très rapides, parce que je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps. La première sur la formation, la première partie de votre intervention. Excusez-moi. Vous avez raison, c'est difficile. Mais toutes les recherches montrent là qu'il y a quand même une voie qui s'ouvre. En matière de formation d'adultes, en matière de formation professionnelle des enseignants, mais des éducateurs et de tout le monde, ce que nous savons, et là nous le savons, c'est que les gens ne font jamais ce qu'on leur dit de faire, mais ce qu'on a fait avec. Ils ne font pas ce qu'on leur dit de faire. Si vous leur expliquez qu'il faut faire cela, mais que vous ne le faites pas avec eux, ils feront ce que vous avez fait avec eux. Parce que c'est ça qu'on considère comme légitime. Si en revanche, vous faites avec eux ce que vous leur proposez de faire, alors ils le feront. Par exemple, si vous
demandez aux gens en formation de pratiquer l'entraide et la coopération, mais que vous ne la pratiquez pas vous-même avec eux, ils ne mettront pas en application ce que vous leur avez. Donc ça, nous le savons. Et c'est un des enjeux fondamentaux, c'est ce que nous appelons le principe d'isomorphisme, entre ce que l'on cherche à ce que les gens fassent et ce que l'on fait avec. C'est un problème de cohérence. Deuxième aspect dans votre question, est probablement le plus compliqué, vous dites on cherche à faire des choses et la société veut faire le contraire. Je disais tout à l'heure, en début d'après-midi, est-ce si grave? Le rôle de l'éducation, c'est peut-être justement de résister aux tentations de la société. Je citais un collègue, un spécialiste des médias et un philosophe américain, qui s'appelle Neil Postman, qui a écrit un livre qui s'appelle « Enseigner, c'est résister ». Et il montre que les progrès d'une société sont toujours liés à la capacité qu'a l'éducation de contrebalancer les dérives négatives de cette société. C'est-à-dire que quand une société dérive vers l'individualisme, le rôle de l'éducation, c'est d'insister sur le collectif. Quand une société dérive sur le pulsionnel, le rôle d'une éducation, c'est d'insister sur la pensée. C'est ce qu'a fait Jules Ferry. Quand Jules Ferry propose la laïcité, ne croyez pas que la société tout entière était laïque. La société tout entière était religieuse, massivement religieuse. Elle était même dans la superstition. Il propose d'introduire une sorte de, de contrepoint. Enseigner, c'est résister. Et je pense que faire exister des espaces où les gens vont éprouver d'autres valeurs que celles qui existent dans la société, c'est un acte non seulement de résistance, de courage, mais quelque chose de complètement nécessaire. En rentrant dans cette salle, j'ai vu, c'est pas cité Calvino, mais j'ai vu le livre d'Italo Calvino, Les Villes. C'est un livre fabuleux. Italo Calvino est fabuleux d'ailleurs. Par quoi se termine ce livre? Calvino termine ce livre en disant, malheureusement, et à bien des égards, nous vivons déjà dans l'enfer. L'enfer est déjà. C'est la lutte pour la vie, c'est la concurrence permanente, c'est la nature saccagée. Et il ajoute, je cite de mémoire, donc ça peut être approximatif, il y a deux manières de vivre dans l'enfer. Soit d'épouser l'enfer ou de faire avec et de fermer les... C'est la manière la plus facile, la plus commode. Il y a une autre manière de vivre dans l'enfer, c'est de chercher ce qui dans l'enfer n'est pas et de le faire exister. De faire exister ce qui résiste. Faire exister une librairie indépendante dans un système, excusez-moi, c'est pas démago de ma part, mais c'est parce que je le crois réel, dans un système où la vie du livre est marchandisée complètement d'une manière éhontée. Faire exister des espaces de décélération dans un système où tout est devenu tellement rapide qu'on n'a plus le temps de penser. Faire exister des lieux de réflexivité, de comparaison, de critique dans un système où on pense à la va-vite et où plus on est court, plus on est bref, plus on est percutant au sens de provocateur, plus on a de chance d'être entendu. Faire exister une pensée un peu distanciée avec ça, là où je pense que c'est nécessaire. C'est ce que Neil Postman appelle la fonction thermostatique de l'éducation. Vous savez, le thermostat, c'est ce qui, à un moment, monte la température quand il fait froid dehors et déclenche la climatisation quand il fait trop chaud dehors. C'est-à-dire ce qui contrebalance les effets négatifs. Et il dit, regardons bien toutes les sociétés. Et il prend des exemples dans toutes les sociétés. Une société qui progresse, c'est pas une société dans laquelle l'éducation va dans le sens des dérives de cette société, c'est une société dans laquelle l'éducation corrige les dérives de cette. Donc si je dis collectif et réflexe, c'est bien parce que nous sommes face à un monde trop individualiste et trop pulsionnel. Et que l'éducation, c'est précisément l'occasion peut-être de faire exister des espaces. Alors, pas elles seules, les librairies en sont, les débats philosophiques en sont, les lieux culturels en sont, les coopératives en sont, les échanges numériques coopératifs font nos collègues, ça a un nez, mais c'est faire exister des lieux, faire exister dans l'enfer ce qui n'est pas l'enfer. Faire exister dans l'enfer ce qui n'est pas l'enfer, faire exister des lieux où on va donner la possibilité de faire l'expérience de valeurs qui ne sont pas nécessairement au goût du jour, qui ne sont pas nécessairement dominants. Eh bien, c'est pas, Postman, un droit de l'éducateur, c'est un devoir de l'éducateur. Postman dit, c'est pas un droit de résister aux dérives de la société, c'est un devoir de résister aux dérives.